Bonjour Thierry. Et bonjour. Alors, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous avez accepté rapidement et c'est pas toujours le cas, donc je vous remercie. Pour commencer, je vais essayer de résumer en quelques mots votre parcours qui est, on peut le dire, assez riche. Après avoir été chirurgien, vous vous êtes dirigé vers une carrière de médecin psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des patients atteints de maladies physiques. Vous avez par ailleurs fondé, l'école de la posture juste, c'est à Bruxelles et vous êtes également auteur de une vingtaine de livres, je crois, Non, une consacrés dizaine en une fait. Une dizaine? dizaine. Bon, Oui. je suis généreux, consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de ce qu'on appelle la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Et donc vous avez, Mhm. récemment publié un livre, qui s'intitule «Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain». Et donc pour commencer, est-ce que vous pourriez, nous raconter comment s'est faite, en fait, cette rencontre avec la spiritualité et ce qui vous a amené à intégrer cette dimension dans votre activité professionnelle? Ah, oui, bien sûr, je peux répondre à la question. Et en fait, en vous entendant poser cette question, d'emblée, il y a une objection qui s'est soulevée en moi parce qu'il n'y a pas eu de rencontre avec la spiritualité. Je, Vraiment, aussi loin que je me souvienne, ma vie est spirituelle. Mais vraiment, dans le sens où je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit, moi j'étais un enfant mystique. Mais je suis convaincu que beaucoup d'enfants sont mystiques dans le sens mysticos, ils sont au contact du mystère de la vie, ils ne l'analysent pas, mais ils sont émerveillés, ils sont pris par ça et ils ont une sorte de d'aisance et d'intuition face à tout ça. Et moi, je sais que j'étais un enfant comme ça. Alors ça s'est très très tôt concrétisé par euh, un engouement pour la civilisation de l'Égypte ancienne, mais très tôt, ça a commencé à l'âge de 5 ans, et je me souviens précisément du jour où ça a commencé, et c'est l'événement le plus important de ma vie. Et je n'exagère pas en disant ça, je m'en souviens comme si c'était hier, je sais exactement ce que ça a provoqué en moi, et du coup, ben, à partir de là, j'ai pu, comment dire, intégrer le sacré, le symbolique, le spirituel dans mon existence. Alors j'ai grandi dans une famille catholique et évidemment l'autre repère en dehors de l'Égypte ancienne, qui est une civilisation assez facile d'un point de vue spirituel à raisonner avec elle, mais en même temps, j'avais aussi cette famille catholique et je me souviens qu'enfant, eh bien, je m'imaginais que je pourrais très bien décider de devenir prêtre. Et, euh, et donc j'avais un attrait pour cela, mais c'était pas un attrait pour le religieux, parce que très vite le religieux m'a ennuyé, dans le sens où je ne comprenais pas ce qu'on me racontait. Et par contre, le spirituel, le sacré, le ritualisé, qui mettait une forme de, oui, de, de circonstance pour aborder tout ça, ça me plaisait énormément. Très jeune, il y a eu comme presque une promesse que je me suis faite que je deviendrais chirurgien. Je me suis fait ces promesses. J'avais 5 ans et demi quand ma maman m'a montré le chirurgien qui venait de l'opérer. Et j'ai dit, moi, je vais faire ça. Mais en même temps, j'avais cette passion pour l'Égypte. Et donc, toute mon enfance et même mon adolescence, elle a été marquée par une hésitation entre investir vers l'égyptologie ou investir vers la médecine. La prêtrise était plus lointain, mais Mmh. c'est toujours un petit peu là. Et donc, à 18 ans, ben, j'ai choisi la médecine parce que ça me paraissait plus
plus inséré dans une société, plus en lien avec les autres, plus utile. Mais avec le recul, j'aurais pu faire l'égyptologie. Ceci dit, j'aurais probablement été un égyptologue malheureux parce que j'aurais d'emblée été à contre-courant de Mmh. l'égyptologie classique que je trouve très ennuyeuse, passionnante à plein d'égards, bien sûr, et il faut rendre hommage à ces chercheurs qui cherchent à comprendre, à reconstituer, mais en même temps, souvent, je trouve ça manque d'inspiration. Alors évidemment, l'inspiration peut nous emmener dans l'élucubration et la projection d'idées toutes faites sur une civilisation qui n'était peut-être pas aussi proche de nos idées, mais en même temps aussi, quand on fait un chemin spirituel justement et que ça devient très conscient, tout ça, on voit que ça soit dans l'Inde védique ou dans l'Égypte ancienne ou d'autres grandes civilisations traditionnelles, que tout est là, mais que pour le comprendre, il faut être mystique. Il faut être justement dans cette connexion au vivant et au mystère. Bon, donc voilà, c'est pas une rencontre avec la spiritualité, c'est, je pense, une actualisation de ce qui était spirituel en moi. Et il y a eu une période où tout ça m'a quitté, parce que quand j'ai commencé mes études de médecine, euh, et le formatage qui m'était demandé, auquel il m'était demandé de me soumettre, faisait qu'il n'y avait pas de place pour ça. Et au début, j'avais encore un petit peu de tout ça, mais c'est très vite parti. Et j'avais l'objectif de réussir, de très bien réussir, parce que je voulais devenir chirurgien, avoir les concours et tout ça. Bon, ben, j'ai fait ce chemin-là, j'ai pas de regrets, je n'en tire pas non plus de grande fierté. Je trouve que c'était mon chemin, mais après, je suis content d'avoir quand même fait une sortie de cette voie que je m'étais tracée, parce que tout est revenu. Quand j'ai quitté l'hôpital en 98, euh, tout est revenu, mais à une vitesse incroyable. Aussi vite que c'était parti, aussi vite que c'est revenu. Et alors, bon, bah, la vie était faite de cet enchantement. Quand on est connecté à elle, il y a, les choses se font. Et voilà. Il y a eu un événement particulier qui a fait que vous êtes, finalement passé de cette profession, assez, cartésienne, on va dire, de chirurgien à, bah, l'intégration de cette spiritualité en qui est Oui, revenue? oui, oui, il y a eu un événement, il y a eu une date. Mmh. De la même manière que je ne connais plus la date dans mon enfance où en lisant le récit de la découverte de la tombe de Toutankhamon, j'ai été parcouru de frissons et j'ai demandé à mes parents qu'est-ce que c'était que ces Égyptiens et mes parents m'ont dit voilà, regarde dans le dictionnaire et dans l'encyclopédie et j'ai commencé à fouiller, fouiller, fouiller et puis j'ai rencontré un égyptologue, j'avais 7 ans, qui m'a pris un peu sous son aile et les choses se sont développées. Mais de la même manière, je me souviens, mais alors là, la date est consciente, elle Mmh. est inscrite dans l'agenda. C'était le 5 janvier 98. Et en fait, je travaillais à l'hôpital universitaire. J'avais un plan dans ma tête, un plan Mmh. de carrière académique. Mais comme souvent, il y a des obstacles, il y a de la politique aussi dans les hôpitaux. Mmh. Et du coup, je n'étais pas sûr que ce plan allait se réaliser. Et pourtant, je voulais vraiment enseigner. Quand j'étais petit, on m'appelait Thierry J'enseigne. Ah, C'était un jeu de mots avec ouais. mon. Oui, parce que c'était ma façon. Comme j'avais un corps qui n'était pas très. Enfin, il était un peu déformé, il était pas très. J'étais pas très à l'aise dans mon corps. Le moyen d'occuper ma place, c'était plutôt de transmettre aux autres ce qui me passionnait, donc l'Égypte ancienne et des concepts spirituels déjà très très clairs. Hein. C'était très très clair. Je me souviens, bon, j'avais 10-11 ans, lors d'une célébration de Pâques où tous les enfants étaient réunis chez mes grands-parents et mon grand-père disait qu'on avait de la chance d'avoir le vrai Dieu et que nous serons sauvés. J'avais un grand-père très bon, mais il avait une foi de charbonnier et très simple.
simple, mais en même temps, dans cette simplicité, avec quelque chose de très beau et de très bon. Mais moi, ça m'a énervé d'entendre ça et je lui ai fait un cours devant tout le monde à Pâques. Je leur ai expliqué que les Égyptiens avaient été sauvés avant nous et que les Indiens de l'Inde védique aussi, et que Dieu avait mille noms et aucun. Et je racontais tout ça, hein. Mmh. J'avais déjà tout ça au fond de moi, parce que moi, je crois qu'apprendre, c'est se souvenir. Mmh. Je crois qu'on porte une mémoire de l'humanité, on porte une mémoire qui est là au fond de nous et on sait si on se donne la peine de se reconnecter. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, pour dire que le 5 janvier 98, eh bien, après 2 ans d'inconfort dans mon métier, un métier de chirurgien que j'aimais beaucoup, je crois que j'ai pratiqué de manière assez performante parce que j'étais un bon petit soldat et puis j'aime bien faire les choses bien et tout ça. Mais en même temps, les 2 dernières années, je n'y étais plus du tout heureux. J'étais très tendu, je m'énervais très rapidement. Donc, il y Mmh. avait certainement des besoins qui étaient plus remplis. Comme je n'avais pas fait un travail psychologique sur moi, j'ai eu tendance à accuser le monde extérieur. Mmh. Donc, l'hôpital, qui avait certes ses dysfonctionnements, ses failles, donc ce monde très cartésien, mais matérialiste et Mmh. finalement déspiritualisé, tout ça m'énervait bien sûr, mais le fond du problème, c'était moi. C'était moi qui ne voyais pas que je m'étais mis une pression énorme pour arriver jusque-là et que finalement, j'étais passé à côté de tout ce qui m'avait appelé au début de mon existence. Et donc, le jour où je prenais mes fonctions de chef de clinique, etc., à l'université, eh bien, j'ai arrêté. Mais en 30 secondes, hein. Je vous promets que le matin où je suis allé à l'hôpital, en fait, je changeais d'hôpital parce que je travaillais dans un hôpital qui s'appelle Erasme à Bruxelles, qui est un gros hôpital universitaire. Et comme ma carrière ne se dessinait pas très facilement là, dans un autre des hôpitaux de notre université, l'Institut Bordet, un peu le Gustave Roussy Mmh. parisien, spécialisé dans le cancer, on m'a proposé d'aller là. Et le matin où j'ai pris mes fonctions là, je promets que je ne savais pas que j'arrêterais 2 heures après. Et en fait, dans l'ascenseur, la dame qui devenait ma secrétaire me parlait, je comprenais rien de ce qu'elle me disait. J'avais l'impression qu'elle parlait une langue étrangère. Mmh. Et je suis rentré dans mon nouveau bureau, je me suis assis, j'étais pris d'une angoisse et j'ai entendu, c'était ma voix, mais je l'ai Mmh. entendu, comme je m'entends maintenant vous parler. Si tu restes ici, tu vas mourir. Eh bien, j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit ma lettre de démission. Et je n'ai pas eu le courage d'aller la remettre au doyen de la faculté de médecine, parce que c'était un poste académique, Mmh. mais j'ai demandé à un- un résident là, de l'hôpital de le faire, mais c'était clair pour moi, c'était plus ma place. Donc je suis parti. Et dans la voiture, en allumant la radio, il y avait une chanson d'Étienne Dao qui disait Le premier jour du reste de ta vie. Ouais, J'ai adoré ça. Et voilà, c'était la suite qui allait pouvoir commencer. c'est incroyable. Puis j'ai l'impression que c'est venu comme ça, que le courage n'était même pas Non, une donnée là, que non, c'était quand on m'a dit quel courage, j'ai dit non, il m'a pas fallu mmh. l'once d'un courage. D'ailleurs, s'il y avait le feu ici, je sauterais probablement par la fenêtre et je suis pas sûr qu'il me faudrait du courage pour le faire. Mmh. Après, ce qu'il a fallu faire, c'est assumer. Parce que quand on a investi Mmh. tout dans un métier, dans des études longues, qu'on est encore assez jeune, parce qu'à l'époque, moi, j'avais 38 ans, hein, et donc, quelque part, j'avais pas pu faire encore d'économie, j'avais vraiment tout sacrifié à ce métier, beaucoup de recherches, j'avais un curriculum vitae, mais gonflé pour Mmh. évidemment faire ce parcours académique. Mais du coup, j'avais pas de boulot, j'avais pas de fortune personnelle, j'avais pas d'économie. Il a fallu assumer. Mais c'est pas grave. Quand Mmh. on est relié à ce qui est vivant en nous, on peut déplacer des montagnes, hein. J'avais une confiance absolue en. Vous êtes finalement resté ensuite, j'ai l'impression dans le milieu du soin? Parce que vous vous êtes, installé si j'ai bien compris en tant que psychothérapeute donc Oui, mais pas tout de suite, hein. Oh, il y a eu un détour. J'ai été d'abord directeur de mode. Et en fait, heureusement d'ailleurs,
il faut faire un chemin avant d'arriver là où on est censé, enfin là où on est appelé. Et il faut être prêt aussi pour aller là où on est appelé, où on s'appelle soi-même quelque part. Mais moi, en quittant l'hôpital, j'étais dans l'euphorie. Mais comme je Mmh. vous ai dit, j'avais pas 500 euros devant moi, hein, donc et en même temps, après 3, 4 semaines, même pas, après 15 jours, j'ai commencé à avoir des angoisses parce que je me sentais très léger, très libre, tout était possible et en même temps, il y avait des factures quand même qui commençaient à arriver. Et puis surtout le regard des autres, Oui. qui n'était pas du tout, à part la personne avec qui je vivais, qui était vraiment magnifique parce que dans un accueil total de ce que Mmh. j'étais en train de vivre, mais et sans du tout me faire douter. Par contre, les autres projetaient toutes leurs peurs, toutes leurs idées toutes faites sur ce qu'aurait dû être ma vie, et donc c'était pas si simple. On m'a même convoqué à l'hôpital avec un psychiatre pour me prouver que j'étais dépressif. Ah oui, quand même, ouais. Et à la fin de la rencontre, ce psychiatre m'a dit comment je pourrais faire la même chose. Je lui ai dit, ben, il ne s'agit pas de faire la même chose, je ne dis pas que tout le monde doit faire ce que je fais, mais si tu poses cette question, c'est qu'il y a une réponse à apporter. Alors moi, ma réponse, elle est peut-être maladroite, elle est peut-être excessive, je ne sais pas, mais moi, je ne peux pas faire autrement, donc je pars. Mais toi, ne te donne pas d'excuse de rester si ça va pas. Il m'a dit oui, mais moi, tu comprends, j'ai mon divorce, j'ai la piscine, j'ai la villa à rembourser. J'ai dit tout ça, c'est des excuses. Mais j'ai pas voulu le convaincre de quoi que ce soit. De toute façon, j'étais bien mal placé parce que moi, je savais pas où j'allais. Donc, mais en même temps, j'ai toujours senti que c'était des excuses et qu'il y avait qu'une seule chose dont on était vraiment responsable, c'était sa vie et sa vitalité. Et moi, je sentais que j'allais mourir là, vraiment. Donc, Mmh mh. j'ai sauvé ma peau. Après, après, il y a eu le petit chemin. Je suis devenu directeur de la marque Emporio Armani à Paris, qui est une des 3 marques du groupe Giorgio Armani. Tout ça s'est fait d'une façon presque miraculeuse, mais je ne crois pas au miracle, je crois à se brancher à la vie. Mmh. Et quand on se branche à la vie, elle conspire. Et ça, en fait, ça a été le tout début de ce détricotage, de cette déconstruction. Euh, Parce qu'en 97, j'ai le temps de raconter ça là? Ah mais moi je Parce que ça, c'est magnifique, hein. c'est Enfin, pour moi, je trouve ça magnifique parce que ça montre bien ce qu'est la vie. En fait, en 97, je pratiquais encore comme chirurgien et, euh, et j'avais un patient qui avait un cancer de la prostate et il m'avait dit, vous me promettez que vous n'allez pas me prolonger. Il avait des métastases partout, il avait très très mal. Et je lui dis, mais évidemment qu'on ne va pas vous prolonger. Et un jour, il est arrivé à l'hôpital avec sa valise, sa sœur, ses neveux. Il n'était pas marié, il avait une 60, 65, 66 ans. Et il me dit, voilà, je suis prêt. Et je dis, vous êtes prêt à quoi? Et il me dit, ben, je suis prêt à m'en aller. Vous m'aviez promis que vous n'alliez pas me prolonger. Et je dis, je vous ai promis de ne pas vous prolonger, mais je n'ai pas promis de vous achever. Et il me dit, non, mais je souffre. Vous n'imaginez pas ce que je souffre physiquement, moralement. C'est bon, c'est OK, je me veux partir. Et je lui ai dit, écoutez, on est en 97. mmh En Belgique, l'euthanasie n'était pas encore institutionnalisée. Aujourd'hui, elle est réglementée, mais elle est possible. Et l'assistance de la fin de vie est possible aussi, et le suicide assisté. Et donc, je lui ai dit, mon serment d'Hippocrate m'a dit que je ne devais pas toujours avoir l'obligation de guérir, mais j'avais l'obligation de soulager. Et donc, si vous souffrez énormément, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour ne pas avoir mal. Mais dans ce cas-là, vous sachez que votre centre respiratoire, avec des grosses doses de morphine, risque mh. de s'arrêter. Et il m'a dit, mais j'attends que ça. Alors, bon, ben, on a fait le protocole de soulagement de la douleur. Ce monsieur est décédé. Et il avait laissé un cadeau pour moi. Il avait il avait demandé à sa sœur de déposer sur son lit, mais lui était à la morgue, un paquet. Et l'infirmière chef me dit, voilà, eh bien, monsieur a laissé ça pour toi. Donc, j'ai ouvert ce paquet et il y avait l'alchimiste de Paulo Coelho, Mmh. qui à l'époque venait de commencer à remporter un grand succès. C'est un livre que je n'ai jamais lu. J'ai jamais su lire. Mais par contre,
sur la couverture, il y avait un bandeau qui disait «La vie est généreuse». Vous savez, ces bandeaux qu'on met pour attirer l'attention du Oui. potentiel lecteur. Et l'éditeur avait mis cette phrase «La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle». Et au moment où j'ai eu ce livre dans les mains, comme quand j'ai rencontré l'Égypte ancienne, mon corps a été dans un état. Et, euh, et je me souviens, ça c'était au mois de novembre, par là, et au mois de décembre, j'ai envoyé, ce que je ne fais jamais, une carte de vœux à tous mes amis, à ma famille, une carte de vœux avec une photo que j'avais prise en Égypte, que j'avais fait développer en de très nombreux exemplaires. Et à l'arrière, j'avais écrit «La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle, Paulo Coelho, je vous souhaite une belle année». Et 10 jours plus tard, moi, j'arrêtais mon métier. Et donc, je pense que cet homme à qui j'ai permis d'aller au-delà de l'existence terrestre m'a permis de rentrer dans mon existence terrestre. Et voilà, c'est beau, c'est beau. Mais Ouais. après, la vie n'est faite que de ça si on regarde bien et surtout si on est relié à ce qu'elle est vraiment. Ça, maintenant, j'en ai l'intime conviction. Alors c'est une histoire incroyable. En plus, vous la racontez tellement bien. Hem, je Par la suite, vous avez, donc alors peut-être que je fais un petit bond dans le temps, mais, vous avez fondé, une école, et vous disiez d'ailleurs, tout à l'heure que, vous aimiez transmettre, et donc vous avez fondé une école de la posture juste. Et alors, Oui. cette dénomination, est assez, particulière et est-ce que vous pourriez, expliquer en quoi ça consiste et en fait, comment il est né ce projet, et qu'est-ce que c'est en fait que cette école de la posture juste? Et moi, j'ai quitté mon métier de chirurgien en 98. Et puis, bah, j'ai travaillé un an pour Giorgio Armani. Et puis après, euh, le chemin, comme ça, s'est mis à me retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où j'ai été pendant 4 ans, à raison d'une semaine toutes les 4 semaines ou 5 semaines, et dans une école qui avait un côté un peu New Age, Mmh. mais qui était un lieu d'exploration incroyable de la conscience, à travers la méditation, à travers la thérapie psychocorporelle, à travers le yoga, le qigong. Enfin, c'était vraiment un lieu magnifique pour tout ça. Et moi, c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là pour reprendre confiance en autre chose que mon intellect et mon mental. Et donc, j'ai été dans cette école et j'étais très heureux de faire ce chemin qui n'a pas été facile. J'ai manqué à l'abandonner plusieurs fois Mmh. en diabolisant l'école pour justifier que je n'allais pas y rester. C'est très classique comme procédé. Et puis, en parallèle de cela, j'ai commencé à avoir une consultation de psychothérapeute. Et en 2009, après avoir écrit plusieurs livres, le premier, Le travail d'une vie, et puis Vivre en paix, et puis surtout La solution intérieure, qui a été, on va Mmh. dire, un gros succès d'édition, qui est un livre qui m'a demandé 15 mois de travail, 8 heures par jour, 780 références scientifiques à digérer, à resservir pour qu'un grand public puisse comprendre le lien entre le corps, le mental, l'intérêt de toutes ces médecines qui peuvent enrichir la nôtre. C'était un fameux travail. Mais j'avais besoin de le faire Mmh. pour moi, et puis j'étais content d'inscrire ça dans une démarche vers les autres. Et puis, euh, j'avais une consultation de psychothérapeute très remplie. Évidemment, avec l'exposition un peu médiatique, elle ne faisait Mmh. que remplie, une grosse liste d'attente. J'étais épuisé et j'ai décidé de me retirer pour écrire un livre qui s'appelait La maladie a-t-elle un sens? Parce que comme j'accompagnais beaucoup de gens malades, c'était une question qui méritait d'être posée. Et surtout, à l'époque, il y avait tout un mouvement qu'on appelait la biologie totale. Le type de maladie physique, c'était pour eux d'office psychologique et c'était très réducteur. Ça manquait de nuances de mon point de vue. Donc j'avais réfléchi à tout ça dans ce livre. Et puis le livre est paru en 2008. Et j'ai commencé à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences. Je pense 200 conférences dans une dizaine de 8, 9 pays différents en un an. Et je suis tombé malade. C'est amusant avec un titre pareil.
Mais je pense que j'ai toujours écrit des livres qui étaient en phase avec mon histoire. Donc, voilà, c'était la question qui allait se poser pour moi aussi. La maladie est un sens. Et j'ai été paralysé et j'étais à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Et je me souviens très bien, j'étais sur mon lit d'hôpital et j'ai toujours tenu un journal. Enfin, depuis très longtemps, je tiens un journal. Non pas pour raconter ma vie, mais pour me poser des questions Mmh. et essayer d'être conscient et un peu moins dupe de qui est aux commandes de mon existence. Et en fait, je me suis donc dit, mais qui t'a emmené dans ce délire de donner toutes ces conférences, d'être épuisé, parce que je suis tombé malade, parce que j'étais épuisé. C'est bêtement une grippe qui s'est transformée, le virus a entraîné cette myélite, etc. Mais en attendant, je me suis dit, mais qui en toi a fait ça? Et la réponse est tout de suite venue, ta personnalité, cette personnalité qui dit je, qui dit ego en latin, donc l'ego. Et l'ego n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est pas quelque chose de négatif, mais si on lui laisse prendre toute la place parce qu'il a besoin de se rassurer, ben, il peut effectivement nous emmener dans des circonstances pas du tout souhaitables. Et donc, une fois que j'ai eu cette réponse, la deuxième question que je me suis posée, c'est si c'était pas cette personnalité apeurée, cet ego agité qui commandait dans ta vie, alors qu'est-ce qui se passerait? Et la réponse est venue tout de suite. Je pars en Égypte, je vais vivre en Égypte. Ben, c'est ce que j'ai fait. Parce que quand on a une réponse aussi claire, on ne peut pas tricher. Et donc j'ai vendu ce que j'avais, je suis parti en Égypte, j'ai fermé la consultation et j'ai écrit un livre qui s'appelait enfin, au départ, j'ai écrit un livre qui s'appelait Principes de cohérence à l'usage de ceux qui cherchent le bonheur et la bonne santé. Mmh. Un Mais titre, long. oui, mais très prétentieux parce que principe de cohérence, qui suis-je d'abord pour donner des principes aux autres? Et je l'ai écrit le livre. Et l'éditeur et puis quelques personnes dont je citerai pas le nom ici, mais des personnes relativement exposés dans ce monde du développement personnel, voire de l'approfondissement spirituel, m'ont dit c'est formidable. Et moi, je ne trouve pas ça formidable du tout. Je trouvais que ce livre sortait de ma tête, il n'y avait pas de cœur dedans. Mmh. C'est un livre que j'écrivais pour me convaincre ou me rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas pu le publier. Et je l'ai enterré en Égypte, dans la montagne au-dessus de la vallée des rois. C'était un moment très fort. Et à la suite de ça, je suis revenu en Égypte 2 ans plus tard et j'ai réécrit ce livre qui est devenu Confidence d'un homme en quête de cohérence. Mmh. La posture était déjà plus humble. Et donc, et dans ce livre, j'ai parlé de moi, non pas, j'espère, de façon narcissique, mais vraiment pour dire on est tous les mêmes et on a des questions à se poser. Et la cohérence n'est qu'un outil pour aligner ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est pas une valeur morale, c'est juste un outil d'alignement. Et là, je me rendais compte que j'avais été très cohérent par rapport à ma personnalité, qui avait besoin de se rassurer, dire oui à tout le monde et de m'épuiser dans 200 conférences en un an. Mais si j'avais été cohérent par rapport à l'essence de l'être qui est en moi, à cette conscience, à cette vie, bah, j'aurais jamais fait tout ça. Mmh. J'aurais trouvé le moyen de mieux respecter mes besoins, mon temps. Et du coup, je suis parti, donc, je vous ai dit, en Égypte. Et pendant que j'étais là-bas, je me suis rendu compte qu'il ne fallait plus que je voyage autant. Parce que chacun doit faire en fonction de son énergie. Mmh. Et moi, j'ai une énergie de moine. Ce qui veut dire que je dois être dans mon monastère et avoir mes routines, mes rituels, Mmh. et puis et vivre d'une façon assez apaisée, assez sereine. Et j'ai beaucoup d'énergie pour transmettre, aider, tout ce qu'on veut, mais j'ai besoin de ce socle, de cet ancrage. Et les voyages me déstabilisaient beaucoup trop. Donc j'ai dit, oh, bah, je vais créer une école. D'autant plus qu'on m'avait souvent dit, oh, il faut être renseigné. Et donc j'ai créé une école, mais entre 2009 et là où l'école est venue, je l'ai vu clairement, je savais exactement ce qu'il y aurait dedans. Et le moment où elle a été ouverte, en 2015, il y a eu un passage très difficile parce que je me sentais d'abord pas tout à fait légitime, pas tout à fait. Je n'étais pas sûr d'avoir l'espace à l'intérieur de moi pour accueillir tout ça. Parce que ça allait être du monde. Je sentais que ça serait du monde. Et c'est du monde aujourd'hui. L'école existe bientôt 10 ans Mmh. et c'est du monde.
Et c'est une école qui est bien sûr psychologique, où on apprend à vraiment se connaître au niveau de sa personnalité, mais c'est une école spirituelle, parce Mmh. que c'est un lieu où on favorise l'éveil de la conscience en nous, pour justement pouvoir regarder cette personnalité et la mettre au service de plus grand que nous qui est en nous, au service de cette conscience, de cette vie, de ce soi qui est sage. Et donc, pressentant tout ça, j'ai voulu faire une petite retraite. Et en 2012, j'ai commencé cette retraite fin 2012, après la parution de Confidence d'un homme en quête de cohérence. Je venais d'avoir 50 ans. Et en fait, je suis rentré dans une période terrible. Euh, j'ai- on a dit que c'était une dépression. Moi, je dis que c'est une nuit noire de Mmh. l'âme. Je Mmh. préfère l'appeler comme ça. Mmh. Et je pense que les dépressions sont, si pas toutes, en tout cas pour un grand nombre, des nuits noires de l'âme, c'est-à-dire un combat entre l'âme qui est la vie pure en nous, qui connaît le chemin, qui est sage, qui fait du bien sain, et puis la personnalité qui est dans sa dualité, qui est dans ses peurs et dans ses névroses. Et j'ai vu le combat intérieur, c'est comme les mots qui me venaient, c'est comme ce que j'avais lu dans des textes mystiques des monstres dans le désert. Et j'aurais pu arrêter ce moment qui était trop dur, qui a duré 3 ans quand même. Il y a eu une année où je me levais tous les matins et j'allais m'asseoir sur ma chaise et j'attendais que la journée se passe et j'étais en profond mal-être. Et je refusais de prendre des antidépresseurs en disant non, je vais traverser, je vais accueillir ce mal-être, je vais m'accueillir avec toutes mes contradictions, mes paradoxes, etc. Et je suis très heureux d'avoir vécu ça. Je me suis un peu mis en danger, ça aussi bousculé beaucoup le couple que je formais depuis plus de 20 ans. Mais en même temps, j'aurais jamais pu ouvrir l'école de la présence thérapeutique parce que c'était son premier nom Mmh. si j'avais pas traversé ça. Et donc voilà, l'école s'est ouverte en 2015, école de la présence thérapeutique, parce que ce nom parce que je pensais l'ouvrir qu'à des soignants, qu'à des personnes, parce que je trouvais que dans nos sociétés, il y a plusieurs grands secteurs. Il y a l'armée, l'éducation, la justice, la santé, hein, Mmh. qui est plutôt la maladie. Mais enfin bon, c'est système de santé, non système de maladie, un système qui s'enrichit parce qu'il y a des malades à soigner. Hein. Ce n'est pas un système qui fait de la prévention et qui évite la maladie. Mais en attendant, euh, je me suis dit, ce système est en si mauvaise santé lui-même. Comment peut-on espérer que le pilier de nos sociétés qui doit apporter de la vie ou préserver de la vie ou réparer la vie, qui lui-même est si mal, et c'était en 2012, 2013, 14, quand vous voyez aujourd'hui, ce que je pensais se confirme plus que largement. L'état de ce système de santé, à la fois dans son fonctionnement et les gens qui y travaillent, qui n'en peuvent plus, qui sont dans des burn-out, qui quittent le métier, enfin, c'est juste impensable. Donc, quel échec pour une société. Je me dis, si tu peux faire ta part en offrant un lieu à ces soignants, en espérant peut-être que ça fasse des jeunes, que ça contamine un petit peu Mmh. d'autres initiatives, ben alors, fais ça, offre un lieu où on peut lâcher ses tensions, éveiller la conscience ou laisser la conscience éveiller en nous, parce que c'est plutôt ça. C'est pas nous qui éveillons la conscience, c'est la conscience qui s'éveille en nous. Quand le mental se calme, et cette conscience alors voit et indique un autre chemin. Et donc, l'école a été ouverte, énormément de demandes et je ne pouvais pas accueillir tout le monde. Avec le temps, j'ai pu accueillir plus de monde, mais malgré Mmh. tout, il y a toujours des gens que je ne peux pas accueillir. Et c'est pas grave parce que parfois ils patientent et puis ils arrivent un peu plus tard. Mais en même temps, j'ai changé son nom parce que beaucoup de gens d'autres secteurs que le secteur dit de la santé ou hein, des soignants, tous ces d'autres secteurs, des gens d'autres secteurs me demandaient de pouvoir venir. Et donc, j'ai commencé à ouvrir. C'était beaucoup plus riche, ce mélange de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes d'âges. Dans les classes, comme ça, il y a beaucoup plus vivant. Et du coup, voilà, j'ai changé le nom parce que c'était plus pragmatique, cette posture juste, où la névrose est comprise. On a ajusté pour pas tomber dans ces travers et on favorise le maximum de vie en nous et autour de nous, ce qui est pour moi l'attitude juste dans la vie. Et, et, euh, et voilà, et bon, l'école existe et ça continue.
et j'y suis encore pour un bon bout de temps, à mon avis, parce que c'est mon engagement et c'est ma vie. En parlant d'engagement, heu, j'ai, donc, en consultant vos écrits et vos ouvrages, j'ai pu constater notamment dans votre, dernier livre, que vous aviez pris heu, pendant le covid, enfin pendant la crise sanitaire du covid, un engagement assez fort, qui était d'organiser, des rites ou des rituels, on pourra en discuter, mais via internet, des rendez-vous avec les personnes qui voulaient, qui voulaient bien, faire des méditations guidées, avec vous. Est-ce que vous pourriez nous en parler et également, de la naissance également, de la genèse de votre, dernier livre, qui est lié Oui. à Ah oui, cet c'est engagement? c'est la conséquence de cela. En fait, moi, j'avais pas du tout décidé ce qui s'est passé. Ça s'est mis par une espèce de hasard de circonstances, mais en même temps, ça avait beaucoup de sens. Ce qui s'est passé, c'est que après 3, 4 jours de confinement, j'ai un ami qui me propose de faire une réunion Zoom retransmise sur Facebook pour qu'on mette des mots sur ce qui était en train de se produire en nous et autour de nous, comment on se situait, quels étaient les enjeux qui semblaient commencer à poindre et tout ça. Et surtout que dès le début du confinement, moi j'ai vu, je regrette de dire ça, et après on va me prendre pour un dingue, mais j'ai vu ce qui allait se passer, je savais que ça allait durer longtemps. Mmh. J'ai vu comment les gouvernements allaient patauger, volontairement ou involontairement, je ne me prononce pas, mais en tout cas, il y avait vraiment du pataugeage. Et tout ça me mettait à la fois en colère parce que je dis, mais c'est pas ce qu'on a besoin. En tant que médecin, j'étais très heurté par certaines choses qui étaient proposées, voire imposées. Et tout ça a fait que, dès le début, voilà, ça me paraissait avoir du sens de participer à cette petite réunion sur le Facebook via Zoom. Et en fait, le Zoom est tombé en panne Mmh. Ça arrive. et il a bugué. Et surtout que c'était le début du Zoom, hein. Enfin, il y a peu de gens qui allaient encore sur Zoom à l'époque. Et on est en 2020, mars 2020, fin mars 2020. Et alors, je me suis retrouvé sur Facebook avec plusieurs centaines de personnes qui étaient là, mais je n'avais plus d'interlocuteur. Donc, Mmh. c'était plus une émission et un dialogue entre la personne et moi. Et je me suis dit, bah, si vous voulez, avant de se quitter, on peut méditer ensemble. C'est une forme de retour à nous, d'apaisement du mental qui peut être agité, d'éveil de notre conscience, de la conscience en nous plutôt, parce qu'on n'a pas une conscience personnelle. La conscience dont je parle, c'est la même chez tout le monde, c'est celle qui voit, et celle qui est éveillée. Et donc, j'ai proposé ça. Et c'était avec les moyens du bord. Donc, j'avais mon téléphone portable qui était là pour le Zoom. Et puis, j'ai juste mis une petite lampe en plus pour être un peu mieux éclairé. Et on a commencé à méditer. Et je voyais sur l'écran du téléphone portable les commentaires qui s'affichaient, remplis de gratitude, des remarques plutôt positives. Et donc, j'ai proposé de revenir le lendemain. Et puis, ça a duré 45 jours. Et, mais là, c'est devenu un engagement parce que à la fois, c'était bon pour moi de faire ça. Ça structurait ma journée, je me sentais un peu moins isolé, un peu moins seul, un peu moins inutile. Mais en même temps, il y avait certains jours où c'était à 7 heures tous les soirs, je me disais, bon, allez, j'y vais. Mais une fois que j'y étais, j'étais heureux, j'étais content, j'étais joyeux. Et parce que je sentais cette énergie qui circulait entre moi, les autres. Un jour, je méditais en proposant de plonger dans le silence intérieur, après avoir apaisé le mental. Et je voyais bien que des gens qui n'avaient jamais médité, beaucoup n'avaient jamais médité. Et tout d'un coup, ça devenait quelque chose de clair, d'évident pour eux. On bougeait notre corps avant, comme on faisait un Mmh. petit yoga. Bon. Mais un jour, pour égayer mon quotidien, j'ai décidé de méditer d'un autre endroit. Pas simplement de ce cœur qui s'ouvre, mais vraiment de mon ventre, de ce que moi j'appelle l'essence de l'être, peu importe les mots qu'on met dessus, mais voilà. Mais je sais que c'est une autre énergie et c'est beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus joyeux. Et en fait,
dans l'instant, j'ai commencé à faire ça sans prévenir, les commentaires ont changé sur l'écran du téléphone. Et les gens se mettaient à pleurer en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis rempli de joie, mais je pleure de joie. Qu'est-ce que c'est? Mon ventre, j'ai l'impression qu'il va éclater. Donc j'ai dit, oh là là, on est relié. Mmh. La conscience, on est relié, peu importe les distances. Il y avait des gens qui étaient à Nouméa et qui regardaient ça. Il y a même une dame de Nouméa qui est venue l'été suivant participer on fait Ah tous oui. les étés, on fait un grand séminaire dans le sud de la France en présentiel avec un public qui n'est pas celui de l'école, des gens qui viennent de tout venant comme ça, qui ne sont pas élèves à l'école. C'est un moment magnifique de connexion, de joie, de libération, de prise de conscience aussi. Il y a une dame qui était venue de Nouméa parce que son confinement avait été ébloui par tout ça Mmh. et elle a fait le voyage pour participer à ce séminaire. Incroyable. Grand voyage là, hein, Grand c'est voyage, hein? Mais tout ça pour dire que c'était merveilleux de sentir cette connexion. Et donc, ça a été un engagement parce que j'avais une promesse vis-à-vis des gens qui mmh. venaient tous les soirs, mais en même temps, de toute façon, on s'engage que vis-à-vis de soi. Je ne crois pas qu'on s'engage vis-à-vis des autres, on s'engage vis-à-vis d'une intention que l'on porte, et après, on assume et on paie certains prix pour cet engagement. Donc, c'était vis-à-vis de moi que je m'étais promis de structurer mes journées comme ça, de me rendre utile et puis de rester en lien. Mmh. Donc, voilà, ça n'a pas été non plus quelque chose de difficile. Mais le jour où j'ai senti que j'étais plus dans la joie d'être là tous les soirs, j'ai arrêté. Et j'estimais que j'avais laissé toutes les méditations, elles y sont encore sur YouTube, numéro T de 1 à 45, et j'avais dit, écoutez, si vous voulez continuer et que vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous branchez YouTube et vous me retrouvez, ou vous allez sur Facebook, vous me retrouvez, mais faites-le tout seul. Et moi, j'ai besoin d'intériorité. Et c'est alors que j'ai écrit le livre La posture juste. Mmh. Euh, Parce que j'avais le temps, et puis que mon éditrice me disait, c'est peut-être le bon moment de faire paraître un livre comme celui-là. Et pour l'école, c'était bon aussi parce Oui. que c'est une façon de faire vivre l'école. Une école, sur la durée, elle ne vit que s'il y a quelque chose en mouvement Mmh. et il ne faut pas que ce soit sclérosé. Et, euh, et donc, voilà, le livre est paru en 2020, oui, à l'automne 2020. Et puis, euh, et puis l'été dernier, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac, qui est un auteur, un, un homme avec une grande profondeur, une grande spiritualité. Et Jean-Philippe me dit, est-ce que tu te rends compte que pendant ce premier confinement, il y a 2 ans, puisqu'on était en Mmh. 2022 et ça remonte à 2020, que je continuais une rencontre mensuelle. Je la continue d'ailleurs toujours sur Facebook, D'accord. cette rencontre. Là, je l'ai stoppée pour l'été. J'ai besoin de souffler aussi, mais en même temps, je la reprendrai à l'automne. Tout ça pour dire que Jean-Philippe me dit, est-ce que tu te rends compte que tu avais mis en place une sorte de rituel contemporain? Et moi, j'avais jamais réfléchi ça en ces termes-là, mais effectivement, oui, c'était une forme de rite et de rituel, un rite de retour à soi. Le rituel était une méditation en mouvement dans le corps et une méditation en position assise, avec du chant, on chantait aussi des mantras parfois. Et tout ça, euh, ça répondait à un besoin. Donc, ça avait tous les critères des rites et des rituels. Mmh. Et en discutant, il m'a dit, mais il y a un livre à écrire. Je dis, mais non, ce n'est pas le moment pour moi d'écrire un livre. J'avais tellement de choses d'autres de prévues. Et puis finalement, le livre, il est venu assez facilement. Et je suis finalement content qu'il existe. Et voilà, c'est très bien. Voilà. Alors justement, une question intéressante là parce que, vous employez dans le, comment dirais-je? Dans le livre et également, là vous avez distingué rite et rituel. Alors pour le profane, celui qui ne connaît pas bien, ce domaine, ce cadre, d'expression, quelle est la différence? Quelle est la distinction entre ces 2 termes? Ben, j'aurais été très embêté de vous répondre à cette question avant d'écrire le livre, mais justement, quand j'ai commencé, parce que écrire un livre, bon, ça peut venir d'une belle intuition et tout ça, mais si on fait un essai, il faut quand même un peu le documenter. Mmh. Donc j'ai commencé à regarder, et effectivement, on parle de rites et de rituels. Et
Et alors, c'était pas si clair. Chez certains auteurs, c'était pas clair du tout d'ailleurs. Et parfois, on mélangeait les deux. Enfin, et ma compréhension aujourd'hui, et c'est celle-là que je peux livrer, hein, et elle fait sens ou pas, mais je pense qu'elle fait quand même sens pour pas mal de gens, c'est de voir le rite comme quelque chose qui émerge dans notre vie personnelle ou collective en réponse à un besoin, un élan qui répond à un besoin. Et après, le rituel, c'est comment on va mettre en musique, comment on va matérialiser cet élan dans le concret et en fonction de son histoire personnelle, de sa culture, des contingences auxquelles on est confronté. Et, et je donne toujours cet exemple assez simple, il me semble-t-il, pour comprendre, c'est l'exemple du baptême. Que ce soit le baptême religieux ou le baptême, on peut être baptisé à l'université, hein, il y a les bizutage, comme on appelle ça en Belgique, je ne sais pas si... Mais alors, le baptême, il répond en tant que rite, il répond à un besoin, même à plusieurs besoins. Le besoin d'accueillir une nouvelle personne dans une communauté, le besoin de rappeler les valeurs de cette communauté, le besoin de s'engager dans la communauté de la part de la personne qui va aller dans le rite du baptême. Donc plusieurs besoins. Mais le rituel du baptême, la mise en pratique de cela, ben, il peut varier d'une université à l'autre ou d'une église à l'autre. Mmh. Et on ne baptise pas au même âge chez les orthodoxes, les protestants ou les catholiques. Donc, pour donner juste un exemple, donc ça montre bien que le rituel est l'actualisation du rite dans une circonstance, une culture, une époque donnée. Hein. Mais le rite, lui, répond à un besoin fondamental ou à plusieurs besoins fondamentaux. Et et qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'il est important d'avoir des rituels contemporains? Alors j'imagine que c'est en opposition avec des rituels traditionnels, mais Mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter, quelque part, de réutiliser des choses, qui sont déjà en place? Et donc en quoi, réinventer tout ça, est en quoi est-ce important? Il y a plusieurs réponses à cette question et ces réponses sont complémentaires. Euh, D'abord, oui, on peut utiliser des grands rituels collectifs euh, portés par la tradition, à condition de reconscientiser leur signification et pas simplement se réunir autour d'un sapin de Noël pour échanger des cadeaux et manger de la dinde. Il y a quelque chose dans ces rituels. Alors ça, c'est un rituel déjà de rassemblement familial qui est tout à fait positif, mais on peut aussi voir qu'il y a toute une autre histoire, et c'est une histoire, je recontextualise dans le livre un peu certains grands rituels qui vient de la nuit des temps, parce que ça, on hérite ce rituel des Romains, des Perses, enfin la Noël, ça vient pas de nulle part. Et donc, et c'est pas par hasard que c'est au 25 décembre, juste après le solstice d'hiver, quand la lumière commence à repoindre, les jours commencent à rallonger après le 21 décembre. Et donc, tout ça pour dire que on peut bien sûr se raccorder à ces rituels-là, à ces rites-là, euh, mais à condition qu'on comprenne, parce qu'un rite, c'est pas une habitude. Un rituel, c'est pas une habitude, c'est quelque chose qui est conscient. Hein, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière machinale ou conditionnée. C'est quelque chose qui est fait avec une intention précise. Il est porteur de cette intention. Alors, ça, c'est une première chose. Après, même ces grands rituels traditionnels, on peut se les approprier. Moi, je sais que quand je vais dans une église, j'ai grandi dans une famille catholique, mais je n'estime pas me faire partie de la religion catholique aujourd'hui. D'ailleurs, j'estime faire partie d'aucune religion. Mais j'essaie d'avoir une ces rites, par exemple le rite de la communion, quand je vais à un mariage ou un enterrement, eh bien, je ne me lève pas pour aller demander l'hostie, même si j'y ai droit puisque j'ai été baptisé, confirmé, tout ce que vous voulez, mais j'estime que c'est un rite, pour moi, il a le sens de réunir une communauté, mais comme je n'estime pas faire partie de la communauté, même si je suis là et que je participe, eh bien, je fais mon propre rituel de communion. C'est-à-dire, je ne me lève pas pour aller prendre l'hostie, mais je me relie à toutes les personnes qui sont là, j'ouvre mon cœur, enfin, c'est ma petite cuisine intérieure. Tout ça pour dire qu'on peut s'approprier des rituels en leur donnant tout le sens qu'on peut leur donner et utiliser même des lieux.
sans qu'on y appartienne Mmh. complètement, mais des lieux qui ont un côté sacré, un côté majestueux ou bon, solennel. Après, pourquoi inventer des rituels contemporains? Mais tout simplement parce que, euh, puisque le rite correspond à un besoin, peut-être qu'il est important qu'on se demande quels sont nos besoins aujourd'hui. Et dans le livre, vous avez vu, j'ai fait une enquête auprès de près de 200 personnes pour leur demander quelle était la place des rites et des rituels dans leur vie. Alors beaucoup, au départ, voyaient ça du côté religieux, puis ils étaient un peu étonnés de voir que, mais non, il y a des rituels laïques, bien que le mot laïque, je m'en méfie parce que je trouve qu'il devient presque une religion à lui-même, Mmh. en lui-même. Donc, je dirais des rituels non religieux, hein, mais en même temps, il y a toutes sortes de rituels très personnels dans notre petite vie de tous les jours. Et du coup, quand ces gens prenaient conscience de cela, ils se disaient, mais je ritualise beaucoup finalement. Ah ben oui. Et l'inventivité des gens pour justement inventer des rituels qui correspondent à ce qu'ils ont besoin. Moi, je pense par exemple à ce père qui n'arrive plus à communiquer avec son fils. Mmh. Il y a un chien dans la famille, mais tout d'un coup, il se dit, bah, je vais inventer le rituel de la promenade du chien. Mais c'est un rite de rapprochement avec son fils. Et il lui donne un coup de coude après chaque repas. Il dit, c'est l'heure du chien. Il dirait à son fils, c'est l'heure de parler. Ça ne marcherait pas. Mais c'est l'heure du chien. OK, on sort le chien. Et en marchant, le père parle de lui-même. Et du coup, il invite son fils à parler de lui. Et ils ont une connexion d'humain à humain, d'âme à âme, beaucoup plus profonde. Donc, c'est merveilleux de voir que tout est là dans nos vies, mais il suffit de se reposer les bonnes questions. Un, se poser la question des besoins. De quoi ai-je besoin? De quoi a-t-on besoin? Il y a des rituels, dans l'enquête que j'ai faite, on voit des rituels écologiques, où les gens se mettent à nettoyer la plage devant chez eux tous les Mmh. week-ends. Ça devient un rituel, mais il est fait en conscience, avec une intention précise, et il peut fédérer, il peut même donner un sentiment d'appartenir à une forme de communauté qui a une intention et qui manifeste son intention à travers ce geste concret. Donc, on voit bien que dans une société déspiritualisée, j'ai envie de dire plutôt déreligionalisée, ou je ne sais pas comment on dirait, enfin, qu'il n'y a plus de religion, qui sait Mmh. plus où elle est, qu'il n'y a plus de valeur, qui se demande bien où elle va, qu'il n'y a plus de projet non plus, elle vit au jour le jour, hein, avec des politiciens qui regardent à 3-4 ans pour se faire réélire et qui n'ont aucune vision pour nos sociétés. C'est pathétique de voir nos sociétés aujourd'hui. Mais en même temps, bon, on en fait partie de ces sociétés. Donc à nous de nous poser des questions, comment on ritualise? Comment on précise nos intentions et comment on les manifeste dans l'espace public ou dans l'espace personnel. Donc c'est ça le projet enfin la proposition de cet ouvrage. Mmh. C'est rien de prétentieux, c'est juste dire, bon, regardez, vous avez tout ça à portée de main et l'être humain utilise ça depuis la nuit des temps. Et il en a besoin parce que c'est ça que moi qui m'intéresse en tant que médecin ou en tout cas formé à la, oui, médecin, on reste médecin toute sa vie, je crois, mais en tout cas formé à la science d'aujourd'hui, science analytique, matérialiste, réductionniste, mais quand même, elle nous montre que notre cerveau, ben, il a besoin de rituels. Parce que si on n'en a pas, il y a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui s'agite et qui génère de l'angoisse. Parce que s'il n'y a pas de sens à notre existence, si on se sent plongé dans le chaos, Mmh. si on ne voit pas de signification à ce qui nous arrive ou de direction pour là où nous voulons arriver, eh bien, ce cortex singulaire antérieur génère de l'angoisse, on ne pourrait plus penser, on ne peut plus agir, on peut même être très abîmé physiquement. L'être humain, depuis qu'il est humain, ritualise. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, les grandes religions sont nées de rituels qui reliaient les êtres humains, qui faisaient de la cohésion sociale, qui rassuraient les membres d'un grand groupe. Et sans doute, ces grandes religions sont pas nées par hasard au moment où les grandes villes sont apparues, les premières grandes cités au bord du Tigre, de l'Euphrate, du Nil, de l'Indus, parce que ces grandes cités étaient des lieux où l'insécurité était beaucoup plus importante. Quand on vivait en petite tribu, ben, savoir ce que son voisin allait penser, comment il allait agir, est-ce qu'il allait me rejoindre à la chasse au mammouth ou pas, c'était gérable. Mais dans une grande cité où vous avez des milliers de personnes,
Vous rencontrez des regards, des centaines de regards par jour, et vous ne savez pas si ces gens pensent comme vous, s'ils ont envie de partager le même projet, et s'ils se réunissent derrière les mêmes valeurs. Donc, ritualiser ensemble permet d'apaiser tout ça, de faire cette cohésion sociale et d'aller autour des grands projets. Construire des cathédrales ensemble, c'est très bon pour une société. C'est ce qui manque aujourd'hui. On irait tous nettoyer les plages ou dépolluer nos espaces verts. Mmh. Eh bien, on ritualiserait avec une intention commune. Mais ça nous rassurerait, on aurait un projet ensemble. Tout ça n'est pas là. C'est très dommage. Très, très dommage. Moi, je suis d'un naturel relativement optimiste, je pense, mais un optimisme réaliste. C'est-à-dire que je vois quand même que l'être humain file du très mauvais coton. Mmh. Et justement, quel message, si vous deviez, délivrer un message, hem, souhaiteriez-vous transmettre à ceux qui aspirent justement à n à avoir une vie plus, consciente ou plus, éveillée, et et avec du sens? Quel est le message principal que vous transmettriez? Faites taire votre mental, donc ouvrez votre cœur. Alors ça peut paraître abstrait évidemment, mais si je dois rendre ça un peu plus concret, ouvrir le cœur, c'est pas simplement avoir de bonnes pensées à l'égard des autres. Ça, c'est encore un exercice mental. Et comme tout dans le mental, ben, il suffit d'une toute petite nouvelle pour que tout change et qu'on déteste les autres. Donc, le mental, c'est quelque chose de labile, ça change tout le temps. Les pensées peuvent dire tout et leur contraire en l'espace d'une minute, d'une seconde. Par contre, la conscience, ça, c'est ce qui est stable en nous, c'est ce qui voit. La conscience ne pense pas, elle n'analyse pas, elle ne juge pas, elle ne commande pas, elle ne bavarde pas, elle voit, elle constate, point barre. Elle ne juge même pas c'est bien ou c'est pas bien, elle voit les conséquences qui sont parfois heureuses, parfois malheureuses, mais elle en reste à ce stade très basique, mais en même temps absolument fondamental. Et on ne peut rien construire en dehors d'une vraie conscience des choses. Parce que tout le reste, c'est chimère, et on ajoute de l'illusion à l'illusion, on se raconte des histoires, et on échafaude des raisonnements sur des choses qui ne sont même pas déjà réelles au départ. Et force est de constater qu'on fait ça très souvent dans sa vie. Je ne me mets pas en dehors du jeu, Mmh. mais quand je vois aussi justement la responsabilité des gens qui nous guident, qui nous dirigent, ben, il ferait mieux d'être un tout petit peu plus conscient. Mais en attendant, pour ça, il faut ouvrir le cœur. C'est-à-dire l'ouvrir physiquement, se détendre, ouvrir la poitrine, avoir une démarche tantrique. Et le tantra, c'est un corpus d'exercices contemplatifs et physiques qui vient de l'Inde, bien sûr, mais qui vient de la nuit des temps, et qui permet de comprendre l'énergie de la conscience de l'énergie, la conscience de la vie, à travers quelque chose de très incarné, notre corps. Hein, et c'est ce qui a donné qu'en Asie, toute la démarche spirituelle est restée très ancrée dans le corps. Le yoga, le qigong de la Chine, le yoga de l'Inde. Mais en Occident, on est monté dans sa tête. Hein. On s'est coupé du corps. Et là, on a commencé à élucubrer, élucubrer, élucubrer. Et alors, quand on est dans cet apaisement mental, commencer à porter l'attention sur ce qui est au-delà, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées, au-delà de l'activité du mental. Et tout au fond, il y a quelque chose qui est toujours là, qu'on n'écoute pas, mais qui est là depuis toujours, avant que nous existions, après que nous aurons cessé d'exister. Et ce qui est tout au fond, c'est le silence. Et plus vous écoutez le silence en vous, il peut y avoir du bruit. Hein. Je m'entends vous parler, mais en vous parlant, j'entends le silence à l'intérieur de nous, en même temps. Et le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et tous les bruits disparaissent. C'est le fond de la réalité, c'est l'essence de la réalité, c'est l'essence de la conscience. La conscience est silencieuse, elle est juste là, paisible, dans l'accueil inconditionnel de ce que c'est, dans l'amour inconditionnel, on peut dire ça comme ça. Elle est vie, elle est amour. Il y en a un autre qui avait dit ça il y a 2000 et quelques ans. Ça a fini sur une croix, mais il n'est pas le seul à avoir dit ça.
et parce que c'est une évidence quand on en a fait l'expérience. Et là, on n'est plus au niveau de la croyance, on est au niveau de la foi. Mais la foi, c'est pas croire en Dieu ou pas croire en Dieu. Ça peut changer en 3 secondes. Il suffit que je perde un être très cher, tout d'un coup, je ne crois plus en Dieu. Ou ma maison brûle, je ne crois plus en Dieu. Non, il y a cette foi profonde parce qu'on sent au fond de soi ce qu'est la vie dans son essence. Et donc, je ne peux qu'encourager à reconnecter ça. Et le meilleur moyen de le faire, me semble-t-il, c'est la méditation. Mais pas juste la méditation de mindfulness, là, de pleine conscience, hein, qui est une très belle étape, mais c'est juste ça, réguler l'attention pour apaiser le mental. Mais après, quand le mental commence à s'apaiser, il s'agit d'aller à la rencontre de ce qui est tout au fond, à la rencontre du noyau de l'être, de ce silence. Et la méditation alors s'ouvre d'une façon splendide. Et, euh, et puis, une fois que ça c'est fait, eh bien d'écouter ce que la conscience nous dit. Et si elle nous dit de quitter un hôpital parce qu'on va y mourir, le quitter. Si elle nous dit d'arrêter de consommer comme des malades, eh bien d'arrêter. Pas tricher. Parce que si on triche avec la conscience, euh, bah, on devient des imposteurs. Mmh. Et surtout, il ne faudra pas s'étonner de devoir... la vie est sans doute extrêmement bien faite, elle a des lois de cause à effet, et si on n'a pas écouté ce que la conscience nous montre pour obtenir les effets de vie, les effets où on nourrit la vie, où on prend soin de la vie, où il y a toujours plus de vie, ben, il ne faudra pas s'étonner d'avoir des effets de mort, et des effets de souffrance et de séparation. Et voilà. Je sais que ça peut paraître moralisateur comme propos, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de dire, mais regardez les lois de la vie et arrêtez de vous raconter des histoires. On n'est pas en dehors de ça, on n'est pas au-dessus de ça. Et c'est pas en allant vivre sur Mars qu'on va s'en sortir. Vous voyez, c'est pas en faisant cette course en avant qu'on va arriver à sortir de notre condition d'humain, d'être relié à Humus, à la terre, d'être dans notre humilité, dans notre humanité. Hein, Humus, la terre. Il faut qu'on revienne les 2 pieds sur terre et qu'on prenne soin de ce qui est là, de nous, de notre vie, de la vie autour de nous, prendre soin de la vie en nous et autour de nous. C'est le slogan, entre guillemets, de l'école de la posture juste. C'est uniquement pour ça que j'ai créé cette école. Je pourrais faire des choses beaucoup plus lucratives, beaucoup plus fun, entre guillemets, mais il faut bien à un moment donné s'inscrire dans quelque chose et chacun le fait avec ce qu'il est et ce qu'il a. Moi, j'ai une capacité de transmettre, j'ai une capacité d'expliquer clairement les Mmh. choses, je crois. J'ai, je pense, un cœur, donc je peux aussi accueillir tout ça. Je fais ça. Je ferai peut-être autre chose plus tard. La vie n'est pas finie, je n'ai que 61 ans. On arrive à la fin de cet échange. Est-ce que vous avez des projets, ou des sujets sur lesquels vous voulez concentrer vos prochains travaux? Ben, en fait, oh, mais c'est bien qu'il n'y ait pas tout le temps et qu'on doit faire des choix. Ça nécessite de préciser des intentions, en tout cas si on veut vivre consciemment. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs livres dans ma tête. Pour mes 60 ans, je voulais en écrire un et je n'ai pas eu la disponibilité, donc je me suis dit, bah, ok, il ne faut pas bâcler un livre, il faut lui donner tout le soin et l'espace dont il a besoin pour venir. Et donc, je crois que j'ai été sage de ne pas le sortir tout de suite. Mais c'est un livre qui parlait de l'Égypte, parce que ouais, je pense que ce qu'elle m'a donné, je peux bien le rendre ou le partager. Après, il y a un livre qui parlera d'amour, Mmh. très, très profondément, mais je suis encore un peu impressionné par le fait d'écrire ce que j'ai à dire. Et puis, donc, je me donne le temps hein, de laisser ça venir. Et puis, il y aura d'autres choses. Et puis aussi des livres pour que l'école continue à vivre, faire vivre pas les concepts, mais les expériences que l'école propose. Et donc ça, c'est au niveau de travaux d'écriture. Mais après, la priorité, c'est bien sûr cette école. C'est un engagement, ça pour le coup, et pas un sacrifice, un sacerdoce. Vous voyez, je reviens à la prêtrise.
Mais oui, il y a un sacerdoce là parce que c'est sacré et que du coup, je peux pas je peux pas ne pas prendre soin. Je suis le gardien de ce temple-là. Hein, et ça attention, hein, mon propos n'est pas religieux, n'est pas sectaire, parce que je vois déjà parfois arriver. Non, non, mais le temple, dans le sens, moi j'ai une culture belge, donc je suis empreint de langue étrangère, puisque dans la culture française, je parle l'anglais depuis très petit, je parle le néerlandais et d'autres langues. Et donc, le template, hein, le Mhm. moule, c'est ça le temple, hein, c'est le lieu qui concrétise et qui symbolise clairement ce qu'on va y faire. Donc, moi, je suis le gardien de ce temple-là. Et ce temple, c'est le corps de l'homme, c'est le corps de l'être, le corps de l'être humain. Hein. Donc, voilà. Et après, à titre plus personnel, parce que il n'y a pas que les grandes choses qu'on essaie de faire. Hein, enfin, les grandes choses, c'est pas qu'elles doivent être grandes, mais enfin, ces espèces d'élan comme ça, un peu plus larges. Mais il y a des choses très terre à terre dans ma vie et la priorité aujourd'hui, c'est de terminer l'aménagement du lieu où je vais aller vivre à l'automne prochain. Donc, et ça, C'est un c'est gros très, projet, très ça. important. Oui, oui, très, très important parce que euh, là où je suis dans mon petit parcours, c'était quelque chose de nécessaire pour avoir un sentiment d'accomplissement, c'était d'avoir dépassé une peur, la peur de l'ancrage. Mhm. Et l'école a déjà été un ancrage assez fameux pour moi, hein, parce que je sais pratiquement 2, 3 ans à l'avance ce que je ferai à tel jour, puisqu'en plus je dois réserver les dates et tout ça, les programmes pour avoir les lieux. Ça se passe dans un ancien monastère qui est devenu un lieu de séminaire à Bruxelles, au milieu d'un parc splendide, avec des chambres à 17 euros la nuit, donc les gens n'ont pas de frais trop importants, parce qu'on a quand même 75% de Français, et puis des gens qui viennent du Canada, de la Réunion, Ah, d'Israël, on en a qui viennent de loin, un petit nombre, hein, mais et donc je voulais pas que ce soit en plus des trajets et tout ça, quelque chose de trop cher. On a des chambres à 17 euros la nuit, mais magnifiques, toutes propres dans ce couvent. Il n'est plus un couvent, mais. Et tout ça pour dire pour dire quoi d'ailleurs votre projet Oui, d'ancrage. oui, d'ancrage. Donc l'école était déjà un fameux ancrage parce que j'étais pris dans l'agenda. Je pouvais Mhm. plus m'évader quand je veux. Et après l'hôpital, j'ai pu faire ça à certains moments, arrêter pour écrire un livre, tout ça. Ici, c'est plus compliqué. Euh, mais en même temps, c'est bien d'avoir cette énergie-là et à titre personnel, de construire sa maison. Enfin, c'est pas une construction, mais rénover un endroit, l'aménager, le réassainir, tout ça, c'est bien. C'est bien de faire ça. Ben, écoutez, je vous remercie vraiment pour ce partage et ce moment que vous avez bien voulu nous accorder. Je mettrai en ligne la vidéo dans quelques semaines, normalement 2 ou 3 semaines. Je vous adresserai le lien si le cœur vous en dit si vous souhaitez soit Oui, partager, bien sûr. soit le regarder, hein, tout simplement. Oui, puis je Et mettrai le lien sur le site de l'école. bah, je vous remercie encore et puis je vous souhaite de passer, on est dimanche, donc un bon dimanche. Euh, et, euh, et bah, je vous souhaite toute la réussite dans vos projets et peut-être nous aurons l'occasion soit de nous voir en vrai un jour, Oui, soit... alors, avant de nous quitter, si vous avez 2 minutes, moi, je Oui, voulais vous demander qui êtes-vous? moi je suis... alors, je suis Ludovic Fontaine. Oui, Alors, qui je suis? C'est une très bonne question. Bah là, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage des entretiens, notamment. Je partage aussi des méditations guidées et des vidéos sur la spiritualité. Mais en ce moment, je fais beaucoup d'entretiens avec des personnes qui interviennent dans le domaine entre guillemets de la spiritualité. Ça peut aller du bouddhisme ou de l'hindouisme, etc. Ou d'autres spiritualités. Et c'est quelque chose que j'ai fait d'abord, j'ai commencé il y a en 2019 à faire ça, parce que je le faisais d'abord pour moi, pour pouvoir avoir, l'occasion d'échanger avec des personnes, que j'avais découvert et
qui me parlait, je me disais que ça pouvait, intéresser d'autres personnes et sinon à titre plus personnel, alors à titre professionnel, jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais juriste Ah oui? et je me dirige, vers, votre histoire me rappelle un petit peu ce qui est en train de m'arriver en ce moment. C'est-à-dire le fait de choisir, une voie qui n'est pas forcément celle qui, est, appréciée par tout le monde, hein, par, tout l'entourage, mais, donc, j'essaye de me consacrer au partage, des enseignements spirituels qui moi me parlent et donc, voilà, sinon, je pratique la méditation depuis presque 17 ou 18 ans, de façon quotidienne, plutôt dans la tradition bouddhiste et heu et bouddhiste tibétain, enfin le bouddhisme non duel, on va dire, Mhm. et voilà. Je Voilà qui je suis, si on peut mettre, des mots, sur quelqu'un, mais voilà. Ah ben super, hein. Donc, c'est de alors je connais un petit peu votre travail depuis quelques années mais, je là je en fait, je suis tombé sur votre dernier livre à la Fnac et ben, quand je l'ai lu, je me suis dit, «C'est l'occasion». Merci pour l'invitation, hein. Il y a pas de souci et bah, je vous souhaite comme je le disais tout à l'heure, un bon dimanche et à très vite, si on a l'occasion de se revoir, soit sur les réseaux, soit en vrai. Vous vivez où en fait, vous? Ah moi j'habite, en Normandie. En Normandie? Où ça? Ah, alors à côté de Giverny, donc Oh, magnifique, ah oui. oui. Puis là, on a une semaine où il fait beau, donc ce qui Ah bah, oui. Normandie, bon, hein, Oui, mais j'aime beaucoup la Normandie. En fait, moi, j'ai vécu pendant 25 ans avec une personne qui avait, mais il l'a eu que pendant 3 4 ans, et puis il a vendu une petite chaumière près de Saint-Valery-en-Caux. oui, oui, oh Et, bah, ouais. endroit Et, très touristique, ah oui, et du coup, après, j'ai commencé à aller beaucoup en Normandie et j'aime cette région. Donc, en tant que Belge, je suis habitué à avoir des ciels gris et tout ça, ça me gêne oui. pas. Ça me gêne pas. Mais la terre est grasse, c'est quelque chose une terre riche, la Normandie, Mmh j'aime mh. ça. Et puis la mer, ces falaises et tout, j'aime beaucoup la Normandie. Oui, Puis c'est grand et il y a oui. plein de cadres différents bah, moi, c'est mon lieu de vacances préféré, c'est la Normandie, hein, puisque bon, ça permet de voyager pas trop loin et de changer de cadre assez rapidement, tout en Mhm. restant à quelques centaines de kilomètres. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah, c'est bien. Oh, J'ai pas l'habitude, que ce belle soit fin moi de qui journée. ah, merci beaucoup et ben, à peut-être une prochaine fois. Bah oui, mais bon, c'est plus sympa. Au Au revoir. revoir.